Carayes et Spinoza. Ben voilà. Parmi les funestes influences qui ont pu présider à la naissance de sa pensée, on peut compter ce grand martyr, Julio d'Arlo Bruno, brûlé par les flammes de l'Inquisition, ainsi que le grand rabbin martyr Chastai Crespas, dont l'argumentation a contingentia mundi, dit Friedman, dont son Leibniz et Spinoza, a pu orienter la pensée de Spinoza vers l'idée de Dieu comme nécessaire. On connaît les termes du RM qui ont pesé de manière biblique sur la vie de Spinoza. Maudit soit-il quand il sort, maudit soit-il quand il rentre, maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève, etc., etc. Traqué, espionné, trahi, obligé par les ultimi barbarorum, sinon la multitude, de s'exprimer à travers un triple langage codé, déclarant partout haut et fort qu'un homme libre ne pense à rien moins que la mort. Exerçant son métier de philosophe dans la tourmente, ami arrêté et torturé, craignant la guerre civile intérieure, disait-il, autant que la guerre tout court, se méfiant de l'homme providentiel, le Pétain de l'époque, et prônant un système politique où il existe comme une dialectique entre gouvernants et gouvernés. C'est là l'essence même de Spinoza traduite sur le plan politique. Mettant momentanément de côté son chef-d'œuvre philosophique pour réfléchir aux problèmes des institutions. On croirait presque parler de Carayes, alors que c'est de Spinoza qu'il s'agit. Spinoza, pour qui le déchiquetage des deux frères de Witt par les mêmes ultimi barbarorum signale l'arrivée au pouvoir de la réaction et la maison d'Orange. Là, visiblement, je m'inspire de la bibliographie de Spinoza, Stephen Nadler, Spinoza A Life, 1999. De même, la biographie en 2 volumes d'Ilya Bougliovel, 1992, insiste sur le fait que la philosophie de Spinoza est une philosophie de l'immanence, en prise directe, semble-t-il, avec la tradition de la pensée juive, d'où toute transcendance serait rigoureusement bannie. De cela, il faut bien tirer toutes les conséquences. Nous en verrons l'importance pour Carayes tout à l'heure. Disons pour faire vite que la philosophie de Spinoza et partant de Carayes est une philosophie où tout se tient et où toute tentative de démêler les deux plans, philosophie et politique, grâce à une dialectique quelconque ayant pour mode opératoire la négation de la négation hegélienne, s'avère tout à fait fausse. Signalons en passant que c'est ce qui explique la façon dont Althusser et dans son sillage Vacheray et Antonio Negri cherchent à tirer la couverture vers eux en faisant de Spinoza un marxiste, voire un matérialiste avant la lettre, voire surtout à cet égard The Savage Anomaly de Negri 1991 pour étayer cette thèse ainsi que le petit livre de Balibar, d'Étienne Balibar, Spinoza et la politique, de 1985. À voir également Bodies, Masses, Power, Spinoza and His Contemporaries, 2000, de Warren Montag, leur comparse américain, d'obédience tout aussi althussérienne. Qui donc est Carayes? Qui donc est Spinoza? Le problème se complique de nos jours du fait que nous assistons à une tentative concertée pour gommer la distinction concept-conscience qui fait que les ranger ou bien du côté du concept ou bien du côté de la conscience n'est plus recevable.
Pour voir clair dans cette distinction, il n'est que de reprendre les définitions de J. Granger, citées par mon amie Elisabeth Schwartz, dans son excellent article sur Cavaillès et Kant. La conscience, c'est l'acte opératoire isolé, fondé en lui-même, ayant pour corrélat une essence et pour qualité l'évidence. Le concept, c'est la systématisation d'actes opératoires ayant pour corrélat une structure explicite et pour qualité la cohérence. Je ne veux prendre pour exemple que deux ouvrages récents où le clivage concept-conscience s'estompe au profit de ce qu'on appelle un moment philosophique qui se ramènerait en l'occurrence à une spécificité française. Autrement dit, la soi-disant French thought des années 80. On pourrait croire que philosophie du concept et philosophie de la conscience sont frères ennemis qui s'ignoreraient, liés qui plus est, par une espèce de connivence secrète et destinée, malgré qu'ils en aient, à une éventuelle réconciliation. Pour ce qui est du moment philosophique, Frédéric Worms a écrit plus de 700 pages sur le sujet dans sa philosophie en France au XXe siècle, sous-intitulé justement « Moment ». Ainsi qu'un second ouvrage édité par Pierre Kassounogues et Pascal Gidot, le concept, le sujet et la science, Cavaillès, Canguilhem et Foucault 2000, où l'effritement du clivage concept-conscience sera ramené le plus souvent à la notion d'expérience, qui en serait en quelque sorte la synthèse. Le pire dans tout cela, c'est que Cavaillès, Canguilhem et Foucault sont embarqués là-dedans en ordre dispersé. Substance et sujet. Qui dit conscience dit moi, et le moi, on le sait, est un sujet irritant. À peine l'a-t-on fait sortir par la porte qui rentre par la fenêtre. Évidemment, c'est faire peu de cas de Cavaillès qui se disait en toutes choses mené, ou bien qui relevait partout du nécessaire. Et encore peu de cas de Spinoza, dont l'abolition du jeu a pu littéralement scandaliser un philosophe anglais, Roger Scruton, tout autant qu'un autre anglais, Stuart Hampshire, dont le livre sur Spinoza s'est vendu à 45 000 exemplaires en première édition. Hampshire évacue toute velléité de volonté chez Spinoza. Il faut donc croire que les Anglais aiment beaucoup Spinoza. Rappelons donc la célèbre proposition 29 de la première partie de l'éthique. Nullam datur contingens sed omnia ex necessitate natura divinae determinata sunt ad certo modo existentum et operandum. C'est de là qu'il faut partir si l'on veut comprendre que Cavaillès soit rentré en résistance par logique, selon le mot de Canguilhem. Nonobstant tout cela, le moi est décidément de retour. Est-ce dans l'air du temps, à savoir la France encore des années 20. Elisabeth Anscombe, une philosophe anglaise, a beau dire pour sa part que le jeu est une référence creuse qui ne se réfère, je cite, à rien. Freud et donc Lacan sont d'accord pour dire que l'ego n'est plus maître chez lui, ou Wittgenstein de stipuler que le jeu n'est pas comme une pièce de monnaie qu'on a dans sa poche. On rivalise, c'est à qui mieux quant à quel nom lui attribuer, du moment que, sous une forme ou sous une autre, on arrive à le garder. Je cite à ce propos le titre du grand hegelien américain Robert Pippin, The Persistence of the Subject, si ce n'est celui d'un ouvrage récent de Caroline Williams intitulé Contemporary French Philosophy, Modernity and
The Persistence of the Subject, dont le seul titre en dit mot. Moi clivé, ça c'est Lacan, moi éclaté, Védrine, moi émietté, Mélanie Klein, moi barré, Lacan encore, moi chatouilleux, Zizek, moi épuisé, Canguilhem. Les Grecs, nous dit Vernon, se passaient fort bien du moi. Il vivait, dit Gadamer, dans un petit livre qu'il a écrit sur la dialectique, innocents et heureux d'être tout simplement citoyens de la police. Moi brisé et maintenu, dit Ricoeur, qui fait écho au retour sur les devants de la scène de la problématique du moi par le truchement d'un Alain Renaud ou d'un Jules Ferry, de ce moi dont un Foucault ou un Lévi-Strauss aurait annoncé de manière prématurée, semble-t-il, la dissolution en bons structuralistes qu'ils étaient. On sait le rôle que joue la mémoire dans la formation du jeu, donc, ou bien de l'imaginaire, Kant. À témoin de gros ouvrages sur le sujet de Charles Taylor, Sources of the Self, ou bien The Idea of the Self de Gérard Siegel. Ne parlons plus du faisceau de Hume, ni non plus du fantôme dans la machine de Gilbert Ryle. On connaît bien le règlement de compte de la part de Hegel, renvoyant dos à dos Fichte et Schelling ainsi que l'incontournable livre de Derek Parfit, Reasons and Persons, plus les ouvrages de Strawson, père et fils. Le sujet risquerait d'être fort fastidieux si Nietzsche n'avait pas déclaré que pour lui le jeu ne représente plus guère une fiction. J'insiste un peu sur la notion du sujet, car on ne comprend rien à la démarche du Cavaillès si on ne comprend pas le peu de cas qu'il faisait du sujet ou de l'individu à côté de la nécessité où il se sentait pris. La logique des choses voulait que pour lui, il n'y a pas de cas, comme il le disait pour Simone Weil. Cas d'une noblesse exceptionnelle, disait-il, mais justement, aujourd'hui, il n'y a plus de cas. Rappelons pour mémoire que Simone Weil avait un autre rapport à Spinoza. Rappelons également le cas Sartre, philosophe de la conscience patentée, qui, dans la transcendance de l'ego, s'insurge contre la prétention, d'ordre surtout formel, que le jeu kantien doit nécessairement accompagner toutes nos représentations. Le jeu serait donc transcendant et non transcendantal et tomberait sous le coup de la réduction husserlienne comme tout autre objet du monde. Afin d'étayer cette hypothèse, Sartre invoque divers témoins. Le De l'erreur de Victor Brochard, qu'on ne lit plus, Marx pour l'Empire et au criticisme, de même que Boutroux, la philosophie de Kant, qui met l'accent sur le rôle de la mémoire dans la formation du jeu, ainsi qu'un essai fort astucieux de Marcel Arlon sur Oscar Wilde, qui date de 1929 et qui évoque le cas d'un Wilde qui ne se sentirait guère exister si ce n'est grâce à un événement catastrophe, en l'occurrence son procès notoire, qui lui redonne le sentiment d'exister aux yeux du public et au sien. De tout cela, nous ne retenons que le côté opératoire de l'ego qui se construit au fur et à mesure chez Sartre, ce qui n'est pas sans avoir une lointaine ressemblance avec l'activité de la conscience mathématique chez Cavaillès. Cavaillès, un jour, s'est déclaré à la sortie d'une conversation entre Normaliens vexé. Vexé devant le spectacle, disait-il, de tous ses amours propres. C'était, je crois, en 1928. C'est le moment de dire que tout logicien se double d'un mystique. De la même manière, dirait-on, qu'un train peut en cacher un autre. À plusieurs reprises, Cavaillès fait état
de son penchant pour les états d'âme extatiques ou perte de soi qu'il éprouvait soit en écoutant de la musique classique, surtout religieuse, soit dans le feu de l'action, surtout militaire. N'oublions pas qu'il fut protestant et fils d'officier. Cela ressemble fort à ce que Sartre appelle la conscience très réflexive ou non éthique. Fink, dont Sartre se gaussait en disant qu'il avait découvert non un seul ego, l'ego transcendantal, que Nator d'ailleurs avait rappelé en Husserl, mais 3 égos. Fink évoque Plotin, que nous le savons, Cavaillès affectionnait beaucoup. Ne lisait-il pas par ailleurs le livre de Barbouzy sur Saint Jean de la Croix, dont Cavaillès ici. C'est le moment de rappeler aussi à quel point le panthéisme de Spinoza était accolé à la philosophie orientale, surtout par Hegel, qui y voyait l'impossibilité d'aucune dialectique de la substance et de l'esprit. Certes, Bell, dans son dictionnaire, allait jusqu'à traiter Spinoza de chinois. Dans son livre The Self, Richard Sorabji, lui, va jusqu'à dire que le débat sur le moi est d'une autre teneur entre hindou et bouddhiste, qui place très au-dessus de la pensée occidentale. Cavaillès, lui, parle du Brahma et de l'Atma. Quant à Plotin, pour qui aussi les temps étaient durs, il existe plusieurs moi situés à divers niveaux de perfection, en sorte que, ici-bas même, nous pouvons par moments accéder à l'éternel. Transcendance et immanence s'épousent en quelque sorte. Il y a là quelque chose qui rappelle Cavaillès, d'autant plus que Plotin, qui sont agi, s'exprimait volontiers à travers les mathématiques. De tout cela, retenons que l'individu, en tant que tel, nous dit Spinoza, n'est qu'un certain agencement de particules qui fonctionne à l'intérieur d'un système qui en quelque sorte s'autorégule, espèce d'engrenage d'inspiration divine qui échappe au temps. Il disparaît avec la mort, et cela n'est pas plus mal. D'autant qu'un autre agencement de particules viendra le remplacer. L'âme seule est éternelle. Nous autres individus, nous vivons dans la durée. Par ailleurs, en tant que mode fini, l'individu ne vaut que dans la mesure de la quantité d'êtres qu'il ramasse en passant de l'imago à la ratio et la ratio à l'amour intellectuel de Dieu, ou bien connaissance du troisième genre, ou bien encore idées adéquates, lui fait comprendre qu'il n'est qu'un point dans l'éternel. En proie à la nécessité, l'individu s'illusionne s'il se croit libre. Il ressemble, je cite Spinoza, il ressemble à une pierre lancée à travers l'espace et qui croit se mouvoir de sa propre volonté alors qu'elle ne fait que profiter de sa vitesse acquise. La volonté est donc un songe. Il faut comprendre que Cavaillès est entré en résistance non par volonté, mais par logique. L'important, c'est le contrôle qu'on exerce sur ses passions d'imagination en promptée. Il faut à tout prix savoir dompter. Quant à la morale de Spinoza, est bon ce qui persévère au maximum dans son être. Autrement dit, ce qui accroît notre pouvoir. Et ce qui le diminue est mauvais. Stuart Hampshire va jusqu'à parler de la thermodynamique ou d'un système clos où la perte d'énergie entropique ou bien son déplacement ailleurs dans le système a fasciné la philosophie française de la fin du XIXe siècle. C'est également le parallélisme spinozien de l'âme et du corps, selon lequel, doctrine mystérieuse, le corps ne serait que l'idée de l'âme, de la même façon que l'âme ne serait que l'idée de Dieu.
On peut dire en quelque sorte qu'ici Spinoza anticipe sur la notion de morale que Sartre expérimente dans son Saint-Genès comédien martyr, comme quoi la morale se rattache à l'idée d'être. Rappelons pour mémoire qu'Heidegger, lui, dans son lettre sur l'humanisme, récuse formellement tout rapport entre morale et ontologie. C'est là une piste, je crois, intéressante à suivre. Sans doute est-il difficile de comprendre que la nécessité rend libre. Insistons là-dessus, quoique Jacques Bouvrin pense qu'il est difficile de nos jours d'être spinoziste. Pourtant, c'est ce qu'avait compris Cavaillès. Nous sommes l'argile entre les mains du potier, disait Spinoza, pour le bien et pour le mal. Le sage, celui qui a des idées adéquates, le sage vit dans la joie, sans peur de la mort et dans le feu de l'action. Qui plus est, et c'est là la grande originalité de la pensée morale de Spinoza, le mal n'est qu'une déficience du bien, une quantité moindre. Il se fait avaler tôt ou tard par le bien, comme l'amour l'emporte sur la haine, le positif sur le négatif, la vérité sur l'erreur, l'éternel sur le temporel. C'est là l'optimiste spinozien. Il faut bien croire que Cavaillès a pleinement compris et partagé. Contingence. En un mot, l'individu est contingent. Un des avantages du livre de Brunswick, Spinoza, c'est contemporain, c'est qu'il cite Spinoza dans le latin, ce qui rend tout de même à l'autre son tâche. Quelle est l'existence de l'homme considéré comme un individu, dit Brunswick, placé au milieu de choses individuelles? Cette existence est d'abord contingente, en ce sens que l'essence de toute chose individuelle ne peut en envelopper l'existence comme une conséquence nécessaire. En Dieu seul, existence et essence sont réunies. En comparaison, considérant la définition que donne Leibniz, et donc Cavaillès déplore sa morale du rendement, du contingent, comme quoi une chose est contingente dans la mesure où l'on peut concevoir son contraire sans contradiction. Le contingent, c'est bien sûr la grande affaire de Sartre, à la différence de Cavaillès, qui a surtout le sentiment du nécessaire. Ne voit-on pas que dès la première page sur la logique et la théorie de la science, Cavaillès renvoie tour à tour le cours de logique de Kant, ainsi que la logique de Port-Royal. D'emblée, il s'attaque au contingent, comme partout dans ce livre, il s'attaque à la notion de conscience. Recourir à la psychologie, est-il dit, serait aussi absurde que tirer la morale de la vie. Il ne s'agit pas de règles contingentes, comme nous le pensons, mais de règles nécessaires qui doivent être tirées de l'usage de l'entendement, que sans aucune psychologie on trouve en soi. Certes, le contingent est à la mode en philosophie, et non seulement chez les philosophes de la conscience. C'est Timothy Williams, qui a la chaire de philosophie à Oxford. Timothy Williams n'a pas écrit Modal Logic as Metaphysics, où il est question de nécessitisme et de contingentisme, le tout à grand renfort de symboles logiques. On n'a qu'à penser aux ouvrages de Wieman, de Rorty ou de Judith Butler sur la contingence, sans parler de celui de Quentin Meillassoux, au-delà de la finitude, essai sur la contingence, où la thèse de la nécessité du contingent est défendue. Entre parenthèses, citons le livre de Jeffrey Hartman sur Meillassoux, qui relève de la pure hagiographie. Sartre, lui, semble avoir découvert la contingence tout seul, et cela malgré Boutroux, à la sortie du cinéma, alors même qu'il est question du contingent dans le petit livre de Lévinas sur l'intuition chez Husserl, que Sartre avait bien lu. Je rappelle pour l'anecdote l'étonnant livre
du tapir japonais, Kukishuzo, le problème de la contingence 1935, ce baron japonais que Sartre avait connu dans les années 30 avant d'écrire La nausée et le bien-être néant, et dont on s'imagine difficilement qu'il n'ait pas été question du contingent entre eux. Spinoza, on l'a vu, s'en prend franchement au contingent au profit de la nécessité. Hegel ne traitait-il pas d'enfantin les illusions de la liberté sans condition, sans trace, dirait Spinoza, dans un sens très différent évidemment de la trace derridienne. La liberté, ce n'est pas l'illusion de croire que l'on peut faire n'importe quoi. Après tout, on ne naît pas dans le vide. On est toujours tributaire de quelque chose. Et dans le cas de Cavaillès, on peut penser à un père officier qui a raté la guerre de 14-18 pour cause de maladie, à un frère cadet englouti dans la mort, un dépit amoureux, que sais-je. Autant d'éléments avec lesquels il a dû se composer une vie, faire avec, comme on dit, et à partir desquels il a bien fallu qu'il s'interprète. Un des buts du présent exposé, c'est de répondre en partie aux questions de haut et Assinaseur qui s'interrogent sur le conatus spinoziste par rapport à la dialectique de Cavaillès, ainsi qu'à Dominique Pradel qui hésite, lui, c'était un colloque de Strasbourg, entre spinozisme mathématique et hegelianisme mathématique. Quant à la dialectique, si dialectique il y a chez Spinoza. Dialectique. Certes, il est malaisé de parler de dialectique lorsqu'il s'agit du monisme logique d'un Spinoza. C'est tout le problème d'ailleurs de Pierre Macheret, qui semble oublier ses fidélités althusériennes tant il se montre en mal de dialectique. Effectivement, Cavaillès parle de dialectique. Aussi va-t-il falloir savoir de quelle dialectique il s'agit. De la même façon, Suzanne Bachelard se demande si la philosophie de Husserl ne serait pas hantée par la notion de dialectique. La phénoménologie de Husserl, écrit-elle, inconsciemment s'oriente vers une dialectique à laquelle elle ne parvient pas, quitte à se rabattre en dernière analyse sur l'idée kantienne. Pour simplifier, ajoute Macheret, car la nostalgie de la dialectique, on pourrait dire que le problème est celui de la dialectique. Mais il serait absurde de découvrir dans Spinoza l'esquisse ou la promesse d'une dialectique manifestement absente de son œuvre. Pourtant, cela n'empêche qu'à partir de Spinoza, nous pourrons nous-mêmes penser à la dialectique. C'est beaucoup dire. Tout en déplorant que de nos jours, la dialectique est en train de se perdre au profit soit de la surdétermination althusérienne, soit au profit de la différence avec la perception derridienne, Frédéric Dobbs fait écho au diagnostic porté par l'américain Leonard Lawler dans son livre Derrida and Husserl. The best guess is that Cavailles's positive thought would amount to a kind of Spinozism, the absolute of intelligibility. It at least allows us to see that certain elements of this thought already anticipate elements within the thought of Derrida. Je dois dire que je trouve ce rapprochement abusif. À mon sens, la dialectique de Cavaillès n'a rien à voir avec celle de Derrida. Sous prétexte que la notion de mouvement en matière et la démonstration mathématique irait dans le même sens que la dissémination. Car dialectique il y a chez Cavaillès, ne serait-ce que dans son horreur du hiatus infranchissable entre le réel et le symbolique. C'est faire un amalgame que de verser la théorie des indécidables de Gödel, par exemple, ainsi que la notion d'infini ou le refus du formel dans le panier de la déconstruction.
Certes, il ne s'agit pas chez Cavaillès d'une dialectique hegelienne, ni d'ailleurs d'un refus de la négation à de la négation, comme l'aurait dit Staline. On dit que Hegel reprochait à Spinoza sa dialectique figée, das Star, disait-il. Toujours est-il que chez Cavaillès, il est bien question de dialectique dont la nécessité ne se saisit qu'après coup. On connaît les apories de la phénoménologie husserlienne, cette espèce de rucksack ou de zigzag que pointe surtout Eugene Fink, dont la phénoménologie dite méontique représenterait un effort pour s'en sortir largement par la notion du temps. Comme le suggère son étymologie, il y aurait là recours à la logique de Hegel, impliquant un retour, selon Susan Bachelard, à une étrange, et je cite, à une étrange Aufhebung. Fink le disait bien qu'il disait, selon Brusina, grand livre de Brusina sur Fink, que réduction ou pas, on ne s'échappe pas de la prison du monde à si bas prix. On ne peut pas, disait-il, sauter par-dessus le monde à pieds joints et vouloir parler du monde, du temps pour parler du temps, du langage pour parler du langage, sans risque de contamination. Le même mot d'ailleurs emploie Derrida entre mondain et transcendantal. Cavaillès, lui, s'est toujours montré soucieux d'unité, par exemple entre l'apophansis et l'ontologie, que lui procurerait le postulat d'homogénéité, ou encore sauvegarde des éléments irréductibles à quoi avait pu seulement prétendre Husserl. Nul doute donc pour lui, comme pour d'ailleurs Jan Patočka, qui, comme on le sait, est mort à la suite d'un interrogatoire assez musclé. Husserl resterait comme entaché d'idéalisme. Cavaillès avait lu Fink. D'ailleurs, n'avait-il pas trouvé la thèse de Tran du Tao trop finkisée? Quant à la surenchère dialectique dont parle Derrida, celui-ci, tout en renvoyant dos à dos Trans-Luc et Cavaillès, lui propose une autre dialectique, la sienne. Il s'agirait, explique-t-il, d'une dialectique de la dialectique et de la non-dialectique, qui lui éviterait les traquenards de la dialectique de Trans-Luc Tao, trop matérialiste, et celle de Cavaillès, trop logiciste. Pour finir, j'aimerais évoquer l'énorme pavé, plus de 1000 pages, de Slavoj Žižek sur Hegel, dont le titre en anglais est Less Than Nothing. Basé surtout sur le livre de Germain Lebrun, il ne parle pas de Bernard Bourgeois, il parle un peu de Catherine Malabou. L'envers de la dialectique, nous serions tous victimes, d'après Žižek, d'une mauvaise lecture de Hegel, installant le contingent au cœur de la dialectique, s'inspirant à la fois de Lacan et de Meillassoux. Žižek prétend que l'absolu de Hegel n'est que virtuel, à l'instar du petit objet A lacanien. Autrement dit, il n'y a pas de retour de l'absolu vers soi. Version standard, selon Žižek, mais à sa place, une espèce de fuite en avant de la dialectique elle-même, du cercle hegelien qui ne se referme pas, et donc d'une dialectique qui n'aboutit pas parce qu'elle n'a pas à aboutir. Je constate que la dialectique telle que Žižek l'évoque ne ressemble ni de près ni de loin à celle de Cavaillès. J'ai parlé de l'optimisme féroce de Spinoza que partageait pleinement Jean Cavaillès. On a pu reprocher avec raison à Spinoza l'absence de contradiction et partant de dialectique dans les choses et dans le monde. Pourtant, tel que Cavaillès l'a compris, la part de l'éternel qu'on a, on l'a ici-bas. Borges a dit de Spinoza qu'on ne pouvait mieux rêver pour lui que d'aimer Dieu
sans espoir d'être aimé en retour. C'est quand même une très belle phrase. Et c'était sûrement le cas de Cabriès. Rappelons en mémoire cette référence glaçante de l'éthique. Les parties composant le corps humain n'appartiennent pas à l'essence du corps lui-même, qu'en tant qu'elles se communiquent les unes aux autres leurs mouvements, et non en tant qu'elles pensent être considérées comme des individus, abstraction faite de la relation au corps humain. C'est moi qui souligne. C'est sur un autre plan, celui de l'amitié, que je voudrais terminer cet exposé en citant un texte du talent historien que fut Henri Guillemin. C'est dans son livre L'arrière-pensée de Jean Jaurès. Et Guillemin raconte sa rencontre avec le vieux socialiste Edgar Milot. Je cite le texte en entier. Qu'Edgar Milot me pardonne, il est mort. De livrer ici des paroles qu'il avait voulu me dire sans témoin. Il m'avait reçu dans son appartement, de la rue Beaumont à Genève, où j'étais venu l'interroger sur Jaurès. Il était très vieux, un peu sourd, mais se tenant droit, d'une clarté d'esprit totale. Il écoutait mes questions, battait des paupières, lui aussi des yeux couleur de pervenche. Attendez un instant afin de me répondre avec précision. Nous avions parlé près de 2 heures. C'était important d'avoir c'était important pour moi d'avoir là le regard où s'était reflété le regard de Jaurès. En bousculant un peu les noms, il n'y a, à ma connaissance, que Pierre-Yves Canu, ici présent, qui ait pu regarder Cavaillès les yeux, dans les circonstances contrôlées. C'est donc à lui que j'ai l'honneur d'adresser cet hommage d'un littéraire ayant un mince bagage philosophique, mais qui pourra avoir beaucoup appris à la lecture de Cavaillès. J'ajoute, pour vraiment finir, que Irlandais, étudiant étranger à l'école, surtout faisant du rugby, je passais devant la salle Cavaillès, je posais des questions, personne ne me répondait. Je voyais bien qui était Beckett, bien sûr. D'ailleurs, Beckett me disait qu'il n'aimait pas Sartre. Il me disait que Sartre avait le goût de mauvais canular, très cruel, disait-il. Et comme un jour je consultais ces articles de Cavaillès lorsqu'il était en Allemagne dans les années 30, le fonds Cavaillès à l'école, la bibliothécaire de l'école m'a dit de téléphoner tout de suite à Gabrielle Ferrière, sœur donc de Jean Cavaillès. Et elle m'a dit, monsieur, venez me voir. Et je lui ai dit, je suis en Irlandais passage, je lui ai dit, bon, ça ne fait rien, venez me voir. Alors bon, je suis allé la voir, et c'était le début d'une longue série de visites dans sa maison de retraite dans le 16e arrondissement. Et à chaque fois, elle était presque centenaire, j'ai apporté du Baileys. J'avais peur que le grand verre de Baileys qu'elle avalait d'un coup l'avait emporté. Mais elle me disait toujours la même chose, c'est une liqueur, elle me disait, cette liqueur elle est très douce et très forte à la fois. Alors donc, j'ai quand même pu mesurer l'enveloppement de cette robe. D'ailleurs, elle m'a raconté que dans la première édition de ses mémoires, Simone de Beauvoir a écrit que Jean Cavaillès avait fait un enfant, une jeune fille. Et que c'était pas vrai. Gabriel me disait, si Jean avait fait un enfant, mais nous, on l'aurait chéri, bien sûr. Elle est allée donc s'expliquer avec Simone de Beauvoir, vous voyez la scène. Et bon, dans la seconde édition des mémoires de Beauvoir, il n'est plus référence à un enfant, donc Jean Cavaillès. Mais bon, c'était sur la fin de sa vie,
Et j'ai eu l'idée donc de traduire son livre en anglais. Et bon, le livre était bien sorti, je lui avais apporté, mais je voyais bien que c'était la fin, puisque, oh là là, presque 15 jours après, elle me disait toujours, il est sorti le livre, elle avait sous la main. Alors je voyais bien que c'était vraiment, que c'était la fin. Dans tout cela, elle me disait des choses qui m'ont quand même beaucoup ému. Elle ne croyait pas, Pierre-Yves le disait tout à l'heure, elle ne croyait pas tout à fait à la mort de son frère. Elle me disait, j'ai l'impression, d'un moment à l'autre, que la porte va s'ouvrir. Et Jean, disait-elle, avec son sourire. Avec son sourire. Et puis elle me faisait voir au fond d'un tiroir les décorations, les rubans fanés. Donc une vie peut se perdre, même la vie de Cavaillès. Si nous, on n'a pas, la phrase est excellente, le sentiment d'un devoir de mémoire. Et c'est ça, disait Pierre tout à l'heure, qui est le plus précieux dans tout ce qu'on peut dire sur la vie et sur la mort de Jean Cavaillès. Je vous remercie de votre attention. Je te remercie, mon cher Tommy, pour cet exposé, à la fois très éclairant, très brillant et, très provoquant. Oui, ça c'est vrai. J'aurais, pour des raisons dont tu te doutes, très envie de le commenter et de le discuter un peu. Mais, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas si ce n'est pas à moi de le faire. Je vais donc donner immédiatement la parole à l'assistance, alors que je vous prie à nouveau d'être aussi bien que vous aussi, et d'en arriver toujours rapidement aussi, avec majesté, une à poser. Oui, très rapidement, il faut rendre hommage à la rigueur scientifique de notre médecin Jean Cavaillès. Et je voudrais ici très brièvement défendre la pensée hegelienne qui est un penseur de la liberté. Très brièvement, le 30 janvier 1933, la venue de Hitler au pouvoir, le philosophe nazi Karl Schmitt pouvait dire maintenant nous pouvons dire que Hegel est mort. C'est-à-dire qu'à l'apparition de la tyrannie, c'est le philosophe de la liberté qui est aboli, Staline, le stalinien, avait persécuté les idéalistes comme étant précisément dans la caricature qu'il faisait notamment de tout ce qui est de toutes les pensées révolutionnaires du XIXe siècle, un ennemi qu'il fallait traquer. La négation de la négation chez Hegel est une négation absolue. Si Zizek savait ce que c'est l'absolu, il la trouverait là. La négation absolue veut dire la négation qui s'absout de la première négation. L'absolu, c'est la négation absolue, c'est la négation qui libère, la négation d'elle-même. C'est une libération, c'est la première unité posée comme contradiction. La deuxième négation va libérer la première unité de sa contradiction qu'elle libère. Donc la négation absolue est libératrice. C'est un penseur de la liberté. J'aurais voulu vous poser une question très simple. Vous avez des positions vraiment dogmatiques sur la pensée hegelienne. Dites-nous, monsieur, cher monsieur, quel livre de Hegel avez-vous fait vous-même en tant que lecture interne qui puisse vous permettre de juger de façon atroce de cette pensée actuelle? Je voudrais être très facilement, c'était un peu de la provocation. Et alors vous avez réussi. Y a-t-il d'autres questions?